Elles sont installées depuis 1 an et demi et culminent à près de 150 mètres de hauteur. 6 éoliennes impressionnantes, mais le problème ici, c'est leur visibilité depuis la ville du Dorat à quelques kilomètres. De cette route, on les distingue surtout lorsque le ciel est bleu juste à côté de la Collégiale, un joyau du XIIe siècle parmi les premiers monuments classés en France. Voilà, là on les voit, hein. On voit les 3 à gauche et 2, une de chaque côté du clocher de la Collégiale, mais avec la météo et puis les échafaudages, on ne les voit pas trop bien là. Et pour la nouvelle équipe municipale pourtant favorable à l'éolien, il y a eu tromperie, car le projet devait protéger le site. La Collégiale est préservée de toute co-visibilité avec la zone 4 du parc éolien. C'est l'étude d'impact, page 146. Vous avez un site patrimonial remarquable, classé. On dit qu'on va prendre des précautions extraordinaires pour le protéger, pour faire en sorte que, et puis le résultat, au bout du compte, c'est une co-visibilité. L'exploitant basé en Alsace parle au contraire d'un travail exemplaire mené dans la concertation depuis une quinzaine d'années, même si pour les habitants, le résultat ne semble pas à la hauteur. Moi, je les aurais vus beaucoup plus loin, mais bon. On veut prendre une photo, on voit que ça. Donc c'est pas agréable, surtout quand on a beaucoup de touristes au Dorat. Si on veut prendre un cliché, par exemple, voilà, c'est pas ça. On nous a carrément trompés. On nous a raconté des carabistouilles, comme on dit. Ils se sont fichus de nous. Le maire a lui décidé de porter plainte pour escroquerie auprès du procureur de la République de Limoges. Une procédure alors qu'un nouveau parc éolien doit voir le jour à quelques kilomètres au sud. Ce qu'on veut, c'est que les dossiers soient bien préparés et que donc on ne fasse pas n'importe quoi au niveau de l'environnement, au niveau du paysage, au niveau de la sauvegarde, disons, patrimoniale de notre petite ville. Le nord de la Haute-Vienne, un secteur où le nombre d'éoliennes pourrait passer d'une trentaine à 80 d'ici quelques années. Dans le Pas-de-Calais, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay fait rouler une partie de ses camions poubelles à l'huile de friture. Oui, vous avez bien entendu, de l'huile alimentaire transformée en carburant. Certes, beaucoup moins cher, mais a-t-on en prime la bonne odeur de frites? Je ne sais pas. Thibaut Copleux et Thierry Chartier ont voulu voir cela de près. Il n'y a que dans les Hauts-de-France, région emblématique de la frite, que l'on peut voir un camion poubelle rouler non pas au gazole, mais à l'huile de friture. Plus précisément, à un biocarburant fabriqué avec de l'huile alimentaire usagée. Aujourd'hui, c'est jour de collecte en restaurant. Ici à Lille, ce chef cuisinier donne environ 250 litres toutes les semaines. Et nous, ça nous permet déjà de ne pas foutre toute cette huile dans les égouts comme certains peuvent faire ou n'importe où dans des endroits inappropriés, quoi. On fait ça proprement pour le bien de tout le monde, quoi. Cette huile, c'est une entreprise située à quelques dizaines de kilomètres de là qui la récupère. Tous les jours, 3 à 4 000 litres d'huile de cuisson végétale sont acheminés par bidon pour être ensuite filtrés à l'usine. Du coup, on est rentré de la collecte, on commence à pomper les bidons. Une fois que les bidons sont pompés, ça va directement dans la piscine, c'est filtré. Après un passage dans 2 machines différentes, l'huile propre est conduite par tuyau dans une cuve de 30 000 litres. Les résidus filtrés sont aussi récupérés. Tout ce qui rentre ici est revalorisé. L'huile est revalorisée en biodiesel et le reste est revalorisé, que ce soit l'eau ou alors les déchets qui sortent de l'huile. Les déchets finissent en compost. L'huile de friture propre, elle, est transformée en un biocarburant qui rejette 95% de gaz à effet de serre en moins qu'un diesel classique. Pour cela, elle est mélangée avec des enzymes et de l'éthanol. La plateforme est entièrement automatisée, les mélanges se font automatiquement, le tout est envoyé dans un réacteur qui se trouve à l'intérieur des containers qui sont là. C'est chauffé, malaxé pendant une douzaine d'heures. Ensuite, il y a une évaporation naturelle également. Et là, le biodiesel est prêt. Vous aussi, vous pouvez donner votre huile de friture. Certaines déchetteries ou parkings de supermarchés sont équipés de bornes de collecte. Bonjour Garance Pardigon, Bonjour, vous êtes spécialiste des questions difficiles. L'huile de friture c'est bien, mais est-ce que tout le monde peut l'utiliser pour rouler moins cher? Et non, c'est tout le problème en fait. Ce n'est pas autorisé pour les particuliers. Alors, ça l'est ailleurs en Europe, par exemple en Allemagne, mais pas en France, sauf exception, écoutez bien, les tracteurs, certains véhicules, dans certains départements, avec l'accord de ces préfectures pour les bus ou encore les camions de poubelle, on vient de le voir. Alors quelles sont les alternatives pour nous, pour les automobilistes?
il y a en fait 2 alternatives, principalement le bioéthanol et le gaz de pétrole liquéfié, le fameux GPL qu'on trouve, tenez-vous bien, pour 90 centimes d'euros le litre environ à la pompe. C'est imbattable, mais attention, il faut ajouter le passage chez le garagiste. Et là, c'est pas la même histoire, hein. Autour de 1 000 euros pour installer un boîtier de conversion E85 et autour de 2 000 euros pour adapter son moteur au fameux GPL. Ah oui, parce qu'il faut un réservoir en plus pour le GPL. Alors du coup, est-ce que c'est rentable, Garance? Alors pas tout de suite, Jacques, mais ça le devient très rapidement. Autoplus a fait le calcul pour nous. Regardez, à partir de 20 000 km parcourus pour le bioéthanol et à partir de 30 000 km parcourus pour le GPL. Alors, petit détail important, il faut bien penser à modifier sa carte grise si vous optez pour l'un de ces 2 carburants. Et ça coûte un petit peu d'argent, environ une dizaine d'euros selon les départements là aussi. Merci Garance, mais visiblement c'est quand même rentable. Hein, c'est rentable. 30 000, c'est réaliste. Merci beaucoup Garance. C'est une période décisive pour les éleveurs d'ovins. La mise bas chez les brebis, qu'on appelle l'agnellage, pendant près d'1 mois, il faut surveiller les naissances. Mais de vous à moi, n'est-ce pas Garance? Quel bonheur de voir ces petits agneaux. Reportage à Gendun, dans les Ardennes, Guillaume Gruber et Christophe Hanès. Ils découvrent le monde depuis quelques heures à peine. En ce moment, dans cette bergerie, une vingtaine d'agneaux naissent chaque jour. L'éleveur Patrick Deloche doit surveiller et aider 24 heures sur 24 chacune des mises bas de ses brebis. C'est très émouvant, la naissance, c'est toujours un moment quand même où on voit la brebis, on voit l'agneau qui prend vie en fait. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intense comme émotion. Après 5 mois de gestation, une naissance peut se faire en 10 minutes à peine. Dans cette exploitation, le public est invité à découvrir l'agnelage au plus près des animaux. Tends bien les bras, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Voilà, regarde. Tu le tiens? C'est mignon, puis c'est bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude et je suis trop contente parce que c'est trop cool quoi. Je suis très contente d'en prendre. Et puis la fourrure, c'est très doux. Alors aujourd'hui, vous avez envie de faire les bergers ou pas? Oui. Vous saurez donner le biberon, vous? Oui. Les visiteurs donnent les premiers soins, les premiers biberons, une belle expérience pour les familles. Nous, on vit en ville, on va dire entre guillemets, et là qu'on vienne un peu à l'extérieur et qu'ils voient vraiment la vie, le fait de les nourrir, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Moi, je trouve ça super pour les enfants. C'est un moment rare, forcément, d'emmener ses petits-enfants voir quelque chose d'assez à la fois ordinaire, mais extraordinaire dans le monde dans lequel on vit. La visite se termine par un goûter dans l'ancienne grange du XVIIIe siècle. Les agneaux, eux, devront patienter 2 mois avant de pouvoir diversifier leur alimentation dans les pâturages. En 1 an, ils vont prendre de la force et grossir pour atteindre les 80 kilos.